Chers amis, chers camarades, merci d'abord à Renaud pour cette invitation dans cette belle fédération. Quand vous dites que vous êtes moins nombreux que l'année précédente, j'avoue que le Lyonnais que je suis est fortement impressionné parce que je n'ai jamais vu autant de monde dans une réunion ou dans une fête de la Rose du département du Rhône. Mais je sais que vous êtes une terre socialiste depuis longtemps. Vous êtes même ici une terre mitterrandienne, n'est-ce pas, cher Jean-Yves, cher Jean-Pierre? Et puis, c'est un honneur pour moi de venir dans cette fédération des Landes, chère à Henri Emmanuelli, qui reste pour moi, comme je crois pour tous les socialistes, une grande figure de la gauche. Bon, merci Charles pour ce beau discours. C'est toujours agréable d'écouter les jeunes socialistes parce qu'ils nous rappellent nos valeurs et je pense qu'en ces temps un peu troublés, ça n'est certainement pas inutile. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, se tenaient à Bordeaux les journées parlementaires du groupe socialiste. Et on avait consacré une après-midi à la politique économique de la France, et on avait mis comme titre « Le bon chemin ». Le bon chemin, c'était le titre d'un livre que j'ai publié à la Fondation Jean Jaurès il y a un peu plus d'un an. C'était au mois de juillet 2013. Et j'avais pris ce titre parce que François Hollande disait « L'Europe peut nous dire quelle réduction du déficit on doit faire, mais elle n'a pas à nous dire le chemin que l'on doit suivre. C'est à nous de définir le bon chemin. » J'avais beaucoup aimé cette phrase, très juste, qui consistait à dire que c'est à nous, gouvernement, députés, militants, de définir ce qu'est le bon chemin pour la France. Et j'avais pris ce titre parce que, à la fois, je pense que la première année, on a suivi un chemin extrêmement difficile, mais c'était le bon chemin, c'était celui qu'on avait tracé, c'était celui pour lequel on avait été élu. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Jean-Yves. C'est vrai que l'honneur des politiques, c'est d'appliquer les programmes sur lesquels ils ont été élus. Et on l'avait fait la première année, mais j'avais pris ce titre aussi parce que je jouais sur l'ambiguïté. J'avais conscience, comme la plupart des économistes, que nous étions en train en Europe de nous enfoncer dans une profonde récession et qu'il serait difficile d'avoir rapidement des résultats. Et j'écrivais à la fin de ce petit livre que le bon chemin, c'était de poursuivre jusqu'au bout le pari du président de la République d'inverser la courbe du chômage, parce que c'était la meilleure façon de faire redémarrer la croissance. Je vais y venir un peu plus tard. Et que le bon chemin, c'était de dire à l'Europe d'être un peu plus réaliste dans la réduction des déficits, d'aller un peu moins vite pour permettre à l'économie de redémarrer. Et ma grande surprise a été le 14 janvier, quand j'ai entendu François Hollande, dans sa conférence de presse, expliquer que son pari d'inversion de la courbe du chômage n'avait pas marché et que par conséquent, il allait maintenant accentuer fortement la politique de l'offre qu'il avait lancée avec le CICE, qu'il allait rajouter 10 milliards, que ça allait donc passer de 20 à 30 milliards, les allègements sur les entreprises. Et un petit peu après, j'ai découvert que ça n'était pas 30, c'était 38 milliards. Et encore un petit peu après, en commission des finances, peut-être qu'Henri s'en souvient aussi, on a découvert que c'était 41 milliards. Alors, les milliards, quand on les énonce comme ça n'est pas très parlant. Mais quand on les compare à nos engagements, ça commence à prendre un sens. Les 60 propositions de François Hollande, et c'était en annexe du petit livre sur les 60 propositions, c'était 20 milliards d'euros. Oh oui, on avait fait modeste, parce qu'on savait que la situation était difficile, qu'on ne pourrait pas tout faire, et donc on avait pris des engagements pour une vingtaine de milliards d'euros. Alors vous comprendrez, mes chers camarades, que quand on s'engage sur 60 propositions qui coûtent 20 milliards d'euros, et que d'un seul coup, en janvier, on se retrouve avec 41 milliards d'euros d'allègement sur les entreprises qui n'étaient pas prévus dans le programme, on puisse avoir quelques doutes.
Et plus encore, 41 milliards d'allègements, mais financés comment? Eh bien, la contrepartie, c'était 50 milliards de réduction des dépenses publiques sur 3 ans. Alors là encore, 50 milliards de réduction des dépenses publiques sur 3 ans, ça peut paraître un chiffre très abstrait. Il faut simplement savoir qu'on n'a jamais, depuis 40 ans, dépassé 10 milliards de réduction des dépenses publiques. C'était en 2012, 5 milliards sous la droite, 5 milliards sous la gauche. Que 21 milliards qui sont prévus dans ce budget, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait par une vraie modernisation de l'État. Quand on se met des contraintes aussi fortes, en général, on le fait de façon un peu stupide, en faisant des coupes dans tous les budgets, en passant ce qu'on appelle le rabot, ce qu'a fait la droite, ce que nous avons dénoncé dans l'opposition sous la droite. Et ce cocktail, et c'est ce à quoi je vais consacrer un peu de temps, ce cocktail allègement massif du coût du travail pour les entreprises, réduction des dépenses publiques, c'est malheureusement le cocktail qui a enfoncé l'Europe dans la crise. Alors, est-ce que nous nous sommes trompés au fond? Et je pense qu'il y a beaucoup de camarades qui se posent la question. Après tout, on s'engage sur un programme, mais parfois la réalité est différente et il faut en changer. Je me souviens de 83. Moi, en 83, je n'avais pas d'état d'âme. Je pensais qu'il fallait faire la rigueur. J'étais économiste, j'étais à la tête d'un institut de conjoncture et je disais le gouvernement de gauche a raison de corriger et de faire une politique de rigueur parce qu'il faut sortir d'une situation où on avait énormément d'inflation, où on était les seuls à avoir du déficit extérieur. Bref, une situation où il fallait régler un problème économique qu'on n'avait pas prévu. C'est pas du tout la situation dans laquelle on s'est trouvé. Si ce changement de politique du 14 janvier était vraiment rendu nécessaire par la situation économique, je l'aurais soutenu. Je l'aurais expliqué, je l'aurais soutenu. Mais le paradoxe, c'est que rien dans la situation économique n'obligeait à ce changement, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse avec une récession qui s'avérait bien plus longue que prévu en Europe. Il fallait être extrêmement attentif à la demande. Il fallait poursuivre la politique de l'emploi persévérante qu'avait lancée le gouvernement. Il fallait réussir le pari du président de la République qui n'avait pas besoin de tout changer pour une politique de l'offre. Alors, pour essayer de vous en convaincre et pour essayer de réexpliquer que nos 60 engagements, que le discours du Bourget, c'était la vraie réponse à la crise, je vais repartir un peu dans l'histoire et repartir de la crise. En 2008, une crise mondiale éclate, puissante, comparable à la crise de 1929. Et ces deux crises ont exactement les mêmes origines. Elles terminent toutes les deux phases de mondialisation libérale. La mondialisation qui a duré une vingtaine d'années, dans les années avant la guerre de 14, puis ensuite dans les années 20, et une mondialisation libérale qui a duré une trentaine d'années, dans les 30 années qui ont précédé 2008. Ces deux phases de mondialisation libérale ont produit la même chose, une explosion des inégalités. Les très hauts revenus ont augmenté dans des proportions considérables. C'était vrai dans les années 20 comme c'était vrai dans les années 2000. Des dérives financières qui sont la conséquence aussi des explosions des inégalités et un très fort endettement des salariés et des ménages les plus modestes. Et au fond, la croissance continuait, mais on sentait qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, parce qu'elle reposait, par exemple aux États-Unis, essentiellement sur l'endettement des salariés les plus modestes, parce que les salariés modestes n'ont pas vu leur salaire augmenter pendant près de 15 ans. Et puis à côté de ça, il y avait une spéculation, une épargne énorme qui se plaçait sur les marchés financiers par ceux qui accumulaient des fortunes. Et tout cela s'est écroulé quand la crise a éclaté, quand les marchés se sont rendus compte que ça n'était pas tenable. Et comme en 1929, ça a failli emporter toute l'économie réelle avec. Alors, la leçon de 29 a été, une partie des leçons de 29 ont été retenues. On a su à la fois empêcher les banques de faire faillite, on a su relancer, et
tous les pays du monde, puisque le FMI a indiqué qu'il fallait le faire, tous les pays du monde se sont lancés dans une relance en 2009, et l'économie qui plongeait au même rythme qu'en 1929 et qui aurait pu aller aussi bas, s'est redressée et est repartie. Mais comme dans les années 30, les États-Unis sont bien sortis de la crise, mais l'Europe, après, a trouvé le moyen de créer une crise interne comparable aux déflations qu'on avait connues dans les années 30. Et la solution à cette crise, j'ai écrit à l'époque, et je continue à le dire, c'est la même solution, c'est les mêmes grandes réformes que celles qu'a lancées Roosevelt en son temps. Quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, il observe que la crise est née d'une explosion des inégalités, de dérives financières. Il dit « je vais faire 3 choses. Première chose, je vais empêcher les banques qui détiennent des dépôts de spéculer. » Et il a séparé les banques d'affaires qui spéculaient sur les marchés et les banques de dépôt qui détenaient l'épargne des particuliers. Et cette séparation, elle est restée aux États-Unis pendant plus de 50 ans. Ça n'est qu'au cours des 10-15 dernières années qu'elle a été supprimée. Deuxième réforme, il dit il y a une explosion des inégalités, nous avons un impôt sur le revenu tout petit aux États-Unis, je vais augmenter fortement le taux marginal de l'impôt sur le revenu. Il le fait passer à 80%, ça vous rappellera peut-être d'autres chiffres. Il le fait passer à 80% et aux États-Unis, pendant 50 ans, la tranche marginale sur les très hauts revenus, plus d'1 million de dollars, pendant 50 ans, est restée à 80%. Et puis, troisième réforme, il n'y avait pas de protection sociale, il en a mis, c'était le New Deal. Et puis surtout, il a appliqué du soutien à l'emploi, il a embauché des jeunes pour des travaux d'intérêt général. Et finalement, les États-Unis sont sortis de la crise. Et surtout, ces 3 types de réformes, la régulation financière, la réduction des inégalités, l'intervention publique, après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui a structuré complètement l'économie mondiale. Et pendant 30 ans, l'économie mondiale a fonctionné sans crise, sans problème, parce que ces 3 grandes réformes s'étaient généralisées partout. Chez nous, c'était le programme de la résistance, mais dans tous les pays, on avait cette régulation financière, cette réduction des inégalités qui ont été profondément réduites, et puis une protection sociale qui permettait à chacun d'être préuni contre les aléas de la vie. Et aujourd'hui, je pense encore que ces 3 réformes, ce sont les réformes qu'il faut faire face à cette crise. Et si on regarde bien, le discours du Bourget, avec ses accents rooseveltiens, c'était exactement ce discours-là. C'était on va mettre de la régulation financière, on va séparer les banques. Alors, pas une séparation aussi forte que sur Roosevelt, mais quand même, on obligeait à filialiser les filiales qui spéculaient. Vous me direz, quand on regarde ce qu'on a fait, on n'a mis que 2% des crédits spéculatifs dans la filiale, c'est pas beaucoup. Il y avait les mots, mais il n'y avait pas tout à fait le contenu. Le discours du Bourget, c'était oui, on doit réduire les déficits. On doit réduire les déficits parce qu'il faut qu'on arrête cette hémorragie de la dette et qu'on puisse, après, aborder sereinement une politique économique plus équilibrée. Mais la contrepartie, c'était qu'on agissait massivement sur l'emploi. C'était qu'on agissait massivement sur les inégalités. Rappelez-vous, le cœur de notre programme, le cœur de notre projet depuis près de 20 ans, le Parti socialiste, c'est une grande réforme fiscale. Nous avons un impôt sur le revenu complètement désuet, fait en 1914, réformé en 1945. Après, il a été continuellement démantelé par des bricolages sur les différents taux, mais sans qu'il y ait une vraie réforme. On est le seul pays où il n'y a pas de prélèvement à la source. On est le seul pays à avoir 2 impôts sur le revenu, une CSG que tout le monde paye. Donc il est faux de dire que la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ils payent tous la CSG. Seulement comme elle est prélevée à la source, ils s'en préoccupent moins que l'impôt sur le revenu qui est 2 fois plus faible. Et quand on rassemble les deux, on créerait simplement un impôt sur le revenu comme il existe dans tous les autres États européens, avec le même poids dans le revenu national. Donc c'était un grand élément de réforme. Et puis sur la compétitivité, on avait le renouveau de la politique industrielle. Ah oui, il n'y avait rien sur la compétitivité coût. Et probablement
c'est dommage, parce que si on avait pris des mesures dans le programme, je pense qu'on aurait pris pour 5 milliards de mesures, et probablement pas pour 41 milliards. Mais en tout cas, ce discours du Bourget, c'était le discours adapté à la crise. Alors pourquoi n'a-t-on pas eu de résultats? À cause de la compétitivité? Non. Non. Le problème de compétitivité de la France, il est né en 2003. Avant, on avait de l'excédent. Elle s'est dégradée tous les ans, depuis 2003. Tous les ans, la compétitivité s'est dégradée. Il aurait sans doute fallu prendre des mesures plus tôt. La droite aurait été bien inspirée de prendre des mesures au lieu de faire les allègements fiscaux qu'a fait Sarkozy, mais c'est un problème qui est lent, qui est long, qu'il fallait résoudre, mais on pouvait se donner le temps. On pouvait se donner le temps. C'est pas la compétitivité, c'est pas le problème de compétitivité qui explique qu'on n'ait pas de croissance. Ce qui explique qu'on n'ait pas de croissance, c'est le fait que l'Europe s'est enfoncée dans une récession massive et dans un problème de demande majeure. Et pour avoir une petite note un peu plus optimiste, je vais citer le président de la République dans une interview récente, parce que je trouve que c'est déjà un premier changement qui donne un peu d'espoir. Le 20 août, alors que dans les mois qui précédaient, le Premier ministre, Manuel Valls, passait son temps à dire « Nous allons sortir de la crise par une politique de l'offre, nous allons accentuer la politique de l'offre, nous allons tenir nos engagements sur les allègements sur les entreprises pour sortir de la récession grâce à la politique de l'offre », ce qui en soi, pour l'économiste que je suis, est pas loin d'une absurdité, parce qu'une récession, c'est toujours une baisse de la demande. Et là, en Europe, c'était pas seulement une baisse, c'était un effondrement. Donc on ne sort pas d'une récession par une politique de l'offre, on sort d'une récession quand on laisse la demande redémarrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une politique de l'offre, mais ça veut dire que ce n'est pas l'urgence, ce n'est pas le sujet, il faut la faire dans le temps parce que les effets sont longs à intervenir. Et ce que dit François Hollande, et qui m'apparaît comme une lueur d'espoir aujourd'hui, le diagnostic est implacable, dit-il le 20 août. Il y a un problème de demande dans toute l'Europe. Un petit peu plus loin, c'est essentiellement dû aux politiques d'austérité menées depuis plusieurs années. Alors vous pensez que cette phrase, je la garde précieusement, je la ressors quand il faut. Et il va même plus loin, il dit si nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas les choses en Europe, nous allons nous enfoncer dans une déflation. Et oui. Mais je continue à lire la prose du président de la République, qui m'intéresse toujours beaucoup. Mais il dit après, mais nous avons un problème d'offre, et je vais donc continuer la politique que j'ai mise en œuvre avec le pacte de responsabilité. Eh bien, je dis, là, c'est un grand écart. C'est un grand écart. Parce que si on n'a pas de croissance, si depuis 6 mois, l'économie française a replongé comme l'économie européenne, c'est parce que l'ensemble des politiques d'austérité qu'on a conduites depuis 3 ans nous ont enfoncés dans la récession. Et c'est vrai que nous en avons fait aussi, parce que nous voulions réduire les déficits. Mais comme tout le monde a voulu, à toute allure, réduire les déficits, eh bien, on s'est tous enfoncés dans la récession. Et alors, est-ce que les 41 milliards d'allègements vont nous sortir de cette situation? Oh, ils auront de l'effet à long terme, pas tous, parce que c'est une accumulation de mesures dont certaines sont pertinentes. J'ai défendu le CICE, les 20 milliards, mais d'autres, on se demande ce qu'elles sont venues faire. Dans ces 41 milliards, on trouve parfois la trace des lobbies, et parfois on a le sentiment que c'est moins pour aider les entrepreneurs que pour calmer les humeurs du MEDEF. Mais 41 milliards d'allègements dans la situation que nous connaissons, je dis que ça n'est pas raisonnable parce que financer ces allègements par 50 milliards de réduction de dépenses, qu'on n'a jamais fait, eh bien, c'est le cocktail qui a enfoncé l'Europe dans la récession. Pourquoi? Pour une raison très simple. Les allègements, ça met toujours énormément de temps à produire des effets. Les allègements sur les entreprises. Les réductions de dépenses, c'est immédiat. Ça a un effet dépressif tout de suite. Vous coupez, par exemple, l'investissement des collectivités locales, vous mettez toutes les entreprises locales, c'est malheureusement ce qui se passe, de bâtiments, de travaux publics en difficulté. Donc, l'effet immédiat, ça va être de
continuer à peser sur la croissance économique. Alors, dans ces allègements, il y en a qui sont pertinents. Quand vous faites des allègements sur une entreprise dont le marché est mondial, complètement mondial, elle n'a pas de problème de demande, elle peut très bien se développer en Chine ou ailleurs, et comme le reste du monde va bien, la crise aujourd'hui, c'est l'Europe pour l'essentiel, eh bien, elle peut se développer. Donc, si on avait centré ces allègements sur l'industrie, sur les entreprises qui sont confrontées à la compétitivité, ce serait efficace. Mais on a arrosé large. On a arrosé large, et pour beaucoup d'entreprises où vous faites des allègements de cotisations, tant qu'elles n'ont pas de demande, elles ne vont pas investir, elles ne vont pas embaucher. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise d'investir et d'embaucher si elle n'a pas de demande. Donc, une politique cohérente, c'est peut-être de faire un certain nombre d'allègements sur les entreprises, mais d'avoir en contrepartie quelque chose qui soutienne la demande, c'est-à-dire qui soutiennent la consommation, qui soutiennent le revenu des ménages et qui soutiennent l'investissement des collectivités locales. Donc nous disons, il faut rééquilibrer le pacte de compétitivité, il faut le rééquilibrer pour qu'on sorte de cette récession, et le rééquilibrer, ça veut dire accorder autant d'importance à la demande qu'à l'offre. Et puis, à plus long terme, est-ce que la baisse du coût du travail est une solution à notre compétitivité? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, et la France a une longue histoire de dévaluation. Depuis la guerre, chaque fois que nous avions un déficit extérieur, on a dévalué. Et l'Allemagne, en contrepartie, chaque fois se retrouvait avec un excédent extérieur, elle est obligée de réévaluer. Et quand on regarde ce que ça a produit, une dévaluation, c'est aussi une baisse du coût du travail. Pas immédiate, mais c'est par la baisse de la monnaie qu'on baisse le coût du travail par rapport à ses partenaires. Et quand on regarde le résultat, on voit que, comme on a toujours ajusté nos problèmes de compétitivité par le coût du travail, par des dévaluations, on s'est spécialisé dans des produits souvent bas de gamme, où nous avons une concurrence partout dans le monde. L'Allemagne, qui a été confrontée à des salaires toujours plus élevés, elle a été obligée de se spécialiser dans le haut de gamme. Donc, quand on dit qu'il faut résoudre la compétitivité par le coût du travail, je pense que pour une économie comme la nôtre, la bonne politique de compétitivité, c'est une politique d'innovation, plus qu'une politique d'ajustement du coût du travail. Et puis, une politique d'innovation, contrairement à une politique de baisse du coût du travail ou de dévaluation, c'est coopératif. Au sens où, quand vous l'appliquez, si vous innovez en France, eh bien, votre innovation, elle finira par être recopiée, répliquée dans d'autres pays. Donc, les autres vont en profiter. Donc, non seulement vous stimulez votre potentiel de croissance, mais vous améliorez aussi celui des autres. Quand vous ajustez votre coût du travail, quand vous faites une politique de dévaluation ou d'ajustement, de baisse de coût du travail, vous pouvez améliorer votre compétitivité si vous êtes tout seul à le faire. Mais vous le faites au détriment des partenaires. C'est-à-dire que vous arrangez vos affaires, mais vous compliquez celles du voisin. Et le problème de ces politiques, c'est que tout le monde les a fait en Europe, et de façon massive en Europe du Sud. Ce n'est pas des allègements de cotisations en Europe du Sud, en Grèce, c'est des baisses massives de salaires. Et quand vous faites ça, eh bien, les effets compétitivité s'annulent en grande partie, et il reste quoi? Il reste ce qu'on a, ce qui s'appelle la déflation, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'inflation. Et alors, comme on a fait tous des réductions de dépenses qui ont pesé sur la croissance, qui ont quasiment annulé notre croissance depuis plusieurs années, et des allègements de coûts du travail qui ont annulé notre inflation, on se retrouve à n'avoir ni croissance ni inflation. Et alors la surprise, c'est que la dette explose. Pour une raison simple, la dette, on la mesure toujours en pourcentage de la richesse nationale. Mais quand votre richesse nationale n'augmente ni par les prix, ni par la croissance, eh bien, la dette, elle augmente inexorablement. Et si on regarde la situation grecque, c'est absolument dramatique. La Grèce a fait des coupes énormes dans les finances publiques. Elle a à peine réduit ses déficits parce que la croissance s'est tellement effondrée que les pertes de recettes fiscales ont effacé les réductions de dépenses. Et puis sa dette a continué à exploser parce que la Grèce est confrontée à ce qu'on appelle la déflation. Les prix baissent en Grèce. Alors,
on arrive à ce résultat paradoxal que ce cocktail réduction des dépenses, baisse du coût du travail, ça conduit à une récession, à une déflation, et on perd sur tous les tableaux. Le déficit public ne se réduit pas, le déficit extérieur reste, le chômage augmente et la dette explose. C'est ce qui se passe malheureusement encore en grande partie en Europe du Sud et chez nous, d'une certaine façon, à un degré moindre, mais si on n'a pas réussi à la fois le redressement de l'emploi, des comptes publics et du commerce extérieur, c'est dû à un cocktail que tout le monde applique en Europe. Alors, on cite, le gouvernement cite beaucoup Schröder. Je suis un peu étonné d'ailleurs qu'on accorde autant d'importance à un homme qui a quand même divisé son parti en son temps et conduit le SPD à une décennie d'opposition. Mais au moins, regardons, puisque ça semble être pour certains la solution actuelle, ce qu'a fait Schröder. Schröder, il a redressé la compétitivité allemande par des mesures d'allègement du coût du travail, de stagnation des salaires et même des mesures beaucoup plus choquantes qui ont consisté à faire plein de petits boulots partout. C'est pas très socialiste. Mais en tout cas, lui, il l'a fait dans une période où il y avait de la croissance en Europe. Et il n'a pas réduit en même temps les déficits. Quand on regarde ce qu'a fait Schröder, il a redressé les comptes de l'Allemagne, mais en laissant les déficits dérivés. Et c'est ses successeurs qui ont réduit les déficits avant la crise, mais pas lui. Donc, si ça a marché en Allemagne, c'est parce que l'Allemagne était seule à le faire, que le reste de l'Europe, y compris la France, soutenait la croissance et par conséquent empêchait l'Allemagne de se retrouver en récession avec cette politique. Et c'est pas du tout applicable quand tout le monde fait ça. Et le problème de l'Europe, c'est que l'Europe est une machine à fabriquer des égoïsmes nationaux. Chacun ne pense qu'à soi. Madame Merkel dit ce qui est bon pour l'Allemagne est bon pour l'Europe, c'est pas vrai. Non, c'est malheureusement pas vrai. Ça aurait pu l'être à certaines périodes, ça ne l'est pas maintenant. Et il manque effectivement quelqu'un qui défende les intérêts de l'ensemble de l'Europe. Et la seule personne qui les défende intelligemment, c'est le président, c'est le gouverneur de la Banque centrale, Mario Draghi, qui dit « Moi, je fais le maximum, j'utilise des mesures non conventionnelles en matière de politique monétaire pour empêcher que les pays du Sud continuent à être attaqués par les marchés. Mais j'aimerais bien être aidé, nous dit Draghi, j'aimerais bien être aidé par les politiques budgétaires, c'est-à-dire par les États. En gros, soyez raisonnables et faites moins d'austérité. » Alors, comment sortir de la récession ? Eh bien, la première chose, c'est faire moins d'allègements, qui auront des effets, s'ils en ont, très tardifs, et moins de réduction de dépenses. Pourquoi ? Parce qu'on peut demander à nos concitoyens de faire des efforts considérables en réduisant les dépenses publiques quand on doit réduire les déficits. Mais demander à nos concitoyens de faire des efforts considérables pour financer 41 milliards d'allègements mal évalués, mal calibrés, dont on n'est pas sûr qu'ils soient tous efficaces, je dis que là, c'est totalement abusif. Ça n'est pas à la gauche de geler les retraites. Ça n'est pas à la gauche de geler les prestations sociales. Ça n'est pas à la gauche de faire des coupes aveugles dans les dépenses sociales. Non, et ça n'est pas nécessaire. Le pire, c'est que ça n'est pas nécessaire. On pourrait imaginer une situation dramatique où il faudrait faire ça, mais ça n'est pas vrai. Alors, reprenons le pari du président de la République. Le président de la République a dit « je vais inverser », il ne l'a pas dit comme ça, il a dit « la courbe du chômage s'inversera » à la fin de l'année 2013. Le président de la République, il n'est pas là pour faire des prévisions, il est là pour faire de la politique. Son rôle, quand il dit quelque chose, c'est de mettre en œuvre toute la politique qui permet de l'obtenir. Et cette politique, c'était à portée de sa main. Il suffisait d'oser faire massivement des emplois d'avenir, de les élargir pour permettre à tous les jeunes, comme on l'a fait avec les emplois jeunes, parce que c'est une politique ancienne. Le problème n'est pas de savoir si elle est ancienne ou pas, c'est de savoir si elle est juste. Eh bien, actuellement, cette politique est juste. Enfin, il faut faire en sorte que l'investissement des collectivités locales se développe. Et nous risquons une situation
je le dis, qui risque d'être catastrophique. Parce que les gels des dotations aux collectivités locales, ça a conduit la plupart des collectivités à couper l'investissement parce que quand vous devez rééquilibrer un budget, c'est plus facile de couper l'investissement tout de suite que de faire les réformes qui vous permettraient de faire des économies sur les moyens, sur tout ce qui est moyen d'une collectivité. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les Landes, mais je sais qu'à Lyon, par exemple, les investissements qui sont programmés, c'était 450 millions les années précédentes. Pour l'agglomération de Lyon, on va passer à 200. Donc ça va avoir un effet dépressif terrible. Là-dessus, il y a aussi besoin d'inverser les choses. Et puis quand même, on ne peut pas avoir fait tout un discours de campagne sur la réforme fiscale. On ne peut pas avoir eu toute la réflexion qu'on a eue. Et moi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « Un impôt citoyen pour le revenu », proposant de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, d'en faire un grand impôt progressif. Je trouve que plutôt que des petites réformes qui réduisent encore, alors elle n'est pas contestable, c'est vrai que ça permet d'alléger le fardeau des classes moyennes. Il faut penser aux autres aussi qui ne sont pas concernés, la moitié des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu au sens strict. Je pense qu'il faudrait reprendre le chantier de la réforme fiscale courageuse pour rendre notre imposition plus juste. Et puis, et ce sera mon dernier point, je pense qu'on ne peut pas aller en Europe en demandant l'indulgence pour le maintien de nos déficits. C'est une attitude qui est choquante, qui consiste à dire tout penaud, nous n'avons pas réussi à réduire nos déficits, donnez-nous encore une année ou deux. Non, il faut avoir le courage de dire que l'Europe doit changer, qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à s'imposer des réductions aussi fortes des déficits parce qu'on va dans le mur, tous en Europe. Alors, c'est bien que la France dise, moi, je n'accentuerai pas la réduction du déficit, je le laisse au même niveau. C'est ce qu'a dit le ministre des Finances. Mais il ne faut pas le dire en demandant l'indulgence de l'Europe, il faut le dire en disant ça doit être la politique de l'Europe et nous proposons que l'Europe change. Et puis, j'en arrive à ma conclusion. Je trouve qu'il ne faut pas se tromper d'époque. La modernité du socialisme, ça n'est pas Blair et Schröder. La modernité du socialisme, ça n'est pas d'ajuster notre idéal de solidarité à une mondialisation libérale qui a échoué. Parce que la crise que nous avons vécue, qui aura des conséquences encore pendant de longues années, la crise qui a éclaté en 2008, c'est une crise qui est profondément fondée sur l'explosion des inégalités. Et c'est Roosevelt qui, dans l'histoire, avait raison, et c'est encore une politique de ce type qui est pertinente. Quant à la crise de l'euro, moi je la décris comme une crise des égoïsmes nationaux. En refusant d'aller tout de suite au secours d'un petit pays qui représente 3% du produit intérieur brut européen. C'est tout petit, la Grèce. On aurait pu, à partir du moment où la Grèce était attaquée, même si ses comptes ont été falsifiés, etc., on aurait pu venir au secours de la Grèce. Si on avait permis à la Grèce d'avoir des taux d'intérêt qu'il y avait avant la crise, c'est-à-dire autour de 2%, et pas des taux de 10, 15, 20%, la Grèce n'aurait jamais été confrontée à la nécessité de restructurer ou en tout cas d'être au bord de la faillite. Donc ce qui a manqué profondément à l'Europe, c'est la solidarité. Nous avons construit une union monétaire sans solidarité financière. C'est ça l'absurdité, c'est ça l'origine de la crise. Quand on regarde les choses, l'Europe était moins endettée que les États-Unis, moins endettée que le Japon, c'est pourtant elle qui a subi la crise de la dette, et les pays qui ont été les plus touchés, les pays d'Europe du Sud, l'Irlande, etc., étaient des pays qui réduisaient leur déficit et qui réduisaient leur dette. Le problème est un problème de solidarité européenne. Donc, cette question de la solidarité, elle est centrale. Eh bien, je dis, n'ayons pas peur de ce que nous sommes, car ce principe de solidarité, c'est le principe que nous, socialistes, nous portons depuis toujours, et c'est la vraie réponse à la crise.